Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. C'est parti pour une nouvelle édition en ma compagnie, si vous le voulez bien. Au sommaire aujourd'hui, nous tenterons d'éclaircir certains points concernant les déplacements en France. Entre les propres restrictions monégasques et celles du pays voisin qui ne sont pas les mêmes, on peut s'y perdre parfois. Avec nous pour balayer certains doutes ou certaines zones d'ombre, Laurent Stefanini, l'ambassadeur de France à Monaco. Et que ce soit en France ou à Monaco, l'éducation des jeunes est devenue un casse-tête avec cette crise sanitaire, entre les cours sur place ou à distance. Pour nous en parler, nous recevrons le directeur de l'IUM, l'Université internationale de Monaco. En basket, la Roca Team en a fait rêver plus d'un mardi soir en battant la grosse équipe de Badalone en Eurocup, 97-82. Monaco prend pour le moment la tête de son groupe dans ses huitièmes de finale. Le résumé dans ce journal. Et enfin, nous irons à l'Institut audiovisuel. Vincent Vatrican vous présentera la prochaine projection du film Le Carrosse d'or de Jean Renoir. Dans ce film, le théâtre se mêle au cinéma. Le rendez-vous, samedi 15h au théâtre Princesse Grasse. Mais comme je viens de le dire, dans les titres, nous débutons cette édition avec une mise au point sur les restrictions dans le pays voisin avec l'ambassadeur de France à Monaco, Laurent Stefanini. Bonsoir. Bonsoir. Avec les changements, les nouvelles restrictions, on ne sait plus forcément ce que l'on a le droit de faire ou pas lorsque l'on est monégasque ou résident et que l'on doit aller en France. Alors, première question, doit-on remplir une attestation dérogatoire systématiquement lorsque l'on sort de Monaco ? Non, on n'a pas à remplir d'attestation dérogatoire systématique. Bien sûr, dans la limite des 30 km. C'est-à-dire que nous avons, mes collègues ambassadeurs auprès des pays limitrophes de la France, plaidé en fin de semaine dernière pour qu'il y ait cette règle particulière de voisinage qui fait que dans la limite de 30 km, on peut circuler tout à fait librement, dans la limite d'un rayon de 30 km. Avec bien sûr une dérogation pour le soir pendant le couvre-feu, j'imagine. Ah oui, ça, le couvre-feu, les règles relatives au couvre-feu ne sont pas remises en cause, mais comme vous le savez, le couvre-feu est à 19h en principauté, alors qu'il est à 18h dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Alors justement, comme le couvre-feu à Monaco est à 19h, ai-je le droit d'être en France ou aux abords de Monaco entre 18h et 19h, sachant que le couvre-feu en France, lui, est à 18h ? Alors normalement à 18h, pour être dans la rue ou sur la route, vous devez avoir une bonne raison, c'est-à-dire une bonne raison professionnelle. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est-à-dire que les dizaines de milliers de travailleurs frontaliers, les dizaines de milliers de Français qui travaillent en principauté tout en vivant en France ont pu très facilement et sans aucune difficulté regagner leur domicile. J'ai lu qu'il fallait effectuer un test PCR si je dépasse les 30 km, c'est ça ? Alors, la règle n'est pas une règle spécifique à la principauté de Monaco, c'est une règle qui s'applique pour l'ensemble des pays limitrophes de la France, pays de l'espace européen. Alors, cette règle prévoit effectivement qu'il faut avoir une raison majeure de se déplacer, qui peut être une raison professionnelle ou une raison familiale. Donc à ce moment-là, il faut avoir une attestation, il faut prouver que l'on a une bonne raison pour se rendre à Paris ou pour se rendre à Marseille. Et également, il faut effectivement, normalement, un test PCR. Sauf en cas d'urgence, sauf si professionnellement, on peut démontrer qu'on a de bonnes raisons d'aller vite. Parce qu'évidemment, le test PCR, c'est très contraignant puisqu'il faut le prévoir à l'avance, il faut attendre un certain temps pour avoir les résultats. Bref, c'est conçu, si vous voulez, pour la personne qui arrive, par exemple, de Pologne ou qui arrive d'Autriche et qui doit se rendre en France pour des raisons, je dirais, qui ne sont pas quotidiennes. Donc, croyez bien que ces mesures, d'abord, elles vont faire l'objet d'une évaluation et donc nous allons voir comment elles se passent pour les citoyens et les résidents monégasques, et nous allons faire remonter à Paris les difficultés éventuelles pour tenir compte de la très grande spécificité du territoire monégasque par rapport au territoire français.
Alors j'imagine que les personnes qui sont résidentes ou monégasques et qui ont un appartement à la montagne doivent se poser la question, qu'en est-il quand justement on a ces appartements peut-être à la montagne? Est-ce qu'on doit justifier de ce déplacement ou justement avec un simple justificatif de domicile on peut y aller? Alors, il faut bien voir quand même que cet ensemble de mesures restrictives qui ont été mises en place l'ont été parce que la pandémie se développe de nouveau variants apparaissent, et l'idée est de limiter le plus possible, sans avoir de nouveaux confinements ou sans changer les règles relatives au couvre-feu, la circulation des personnes. Voilà. C'est gênant pour tout le monde, mais c'est une des façons, le président de la République française l'a dit, il faut que les Français fassent preuve d'esprit civique. Et j'ajouterai les monégasques également, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il faut limiter la circulation des personnes. Alors les personnes qui ont, je dirais, une résidence secondaire dans un rayon de 30 km, elles ne sont pas concernées. Celles qui auraient une résidence secondaire dans un rayon de plus de 30 km, par exemple pour les vacances de février, je leur recommande évidemment de prendre une attestation de domicile pour prouver qu'elles ne vont pas n'importe où, qu'elles vont chez elles d'une certaine façon, mais également de faire un test PCR. Alors par rapport aux dernières annonces en France, est-ce que j'ai oublié de vous poser une question? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter par rapport aux dernières restrictions? Écoutez, je crois qu'il faut que tous nous soyons prudents, nous soyons vigilants, que nous circulions le moins possible, que nous remettions les déplacements pour le plaisir à un petit peu plus tard. Et c'est à la faveur de cette limitation de la circulation du virus que nous pourrons avoir, si je peux dire, un printemps meilleur que l'hiver. Absolument. Dernière question, quels sont les liens actuels franco-monégasques? Parce que, honnêtement, pendant les fêtes de fin d'année, il y a eu des tensions avec notamment les déclarations de Christian Estrosi concernant les Français qui rentraient à Monaco. Valérie Pécresse y est allée aussi de sa petite phrase également, si je me souviens bien. Les relations se sont véritablement crispées depuis? Pas du tout, les relations sont excellentes. Ces déclarations sont des déclarations qui n'engagent que leurs auteurs. Ce n'est pas le gouvernement français, ce n'est pas la France vis-à-vis de Monaco. Au contraire, je dirais que les relations sont tout à fait excellentes. J'ajouterai même un élément d'aujourd'hui. Nous avons eu la visite du général commandant la gendarmerie maritime pour voir les conditions de coopération et de formation des personnels de la nouvelle vedette armée de la police maritime monégasque, la princesse Gabriella. Monsieur l'ambassadeur, merci de nous avoir éclairés. Merci à vous. Nous passons au premier point sur l'information. On reste dans le domaine de la crise sanitaire après les restrictions de déplacement. Où en est-on de la vaccination en principauté? Bonsoir Alexandra. Bonsoir Fabien, vous l'avez suivi sur notre antenne, le centre de vaccination est situé depuis la semaine dernière au Grimaldi Forum. Actuellement, ce sont les personnes âgées de 65 ans et plus qui ont accès à la vaccination, mais également les personnes adultes dites sensibles, présentant des facteurs à risque de comorbidité, notamment un IMC supérieur à 30, l'insuffisance cardiaque ou encore les diabètes de type 1 et 2. La liste des facteurs à risque est à retrouver sur le site covid19.mc, ainsi que l'ordonnance formulaire médical à télécharger et à faire remplir par votre médecin traitant. Vous pourrez ensuite contacter le centre d'appel au 92 05 55 00 afin de demander un rendez-vous de vaccination en priorité. Vous avez des précisions à nous apporter sur des éléments urbains qui se sont mis à pousser un peu partout en ville. Oui Fabien, vous êtes sûrement nombreux à les avoir remarqués. Il s'agit tout simplement de sondes qui servent à mesurer le champ électromagnétique pour le déploiement de la 5G. Un déploiement sous contrôle, comme nous le précise Christophe Pierre, le directeur des plateformes et des ressources numériques au micro de Christine Datomel. On l'écoute. Grâce à ces nouveaux éléments, nous contrôlons les seuils de champs électromagnétiques de manière permanente, avec désormais 15 sondes qui sont déployées sur le territoire. Et ces champs sont mesurés 24 heures sur 24 et nous sommes alarmés sur tout dépassement de seuil. Ces sondes-là sont directement reliées avec mes collaborateurs et sont alarmées par SMS. Et à ce moment-là, nous dépêchons un contrôle pour savoir quel nouvel élément a contribué au dépassement des seuils réglementaires. Toutes ces informations-là, nous devons les rendre transparentes vis-à-vis du public et nous allons les publier sur notre site cartoradio.mc
pour que la population se sente sécurisée quant à notre mise en œuvre de notre action de contrôle. Le mystère est donc résolu, Fabien. Vous pourrez faire passer le message la prochaine fois que quelqu'un s'en inquiète. Je n'y manquerai pas. Et vous avez des nouveautés concernant les inscriptions pour la prochaine rentrée? On vous l'avait déjà rappelé, les inscriptions pour les établissements scolaires sont en cours. Vous avez jusqu'au vendredi 19 mars pour effectuer vos démarches pour les établissements privés. Pour les écoles publiques, cela se poursuit jusqu'au vendredi 19 février. Pour le collège Charles III, les modalités d'inscription sont données directement aux élèves de CM2 par l'école primaire. Et pour le lycée Albert Ier, depuis ce lundi, un nouveau téléservice est disponible pour inscrire les élèves en ligne. L'adresse s'affiche sur votre écran. N'oubliez pas de vous munir de toutes les pièces avant de démarrer l'inscription. Les inscriptions au lycée Albert Ier sont donc ouvertes jusqu'au 30 juin. Merci Alexandra. Nous restons dans le domaine scolaire. La crise sanitaire a impacté, on le sait, de nombreux secteurs d'activité comme la culture, le tourisme, la restauration, mais également l'éducation. Nous sommes avec Jean-Philippe Muller. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'IUM, l'Université internationale de Monaco. À quel point la Covid-19 a modifié le fonctionnement de l'IUM ? Alors écoutez, ça a été un bouleversement assez profond. Au début de la crise l'année dernière, l'année académique dernière, pendant 1 mois et demi, on a complètement fermé les locaux de l'école et en 24 heures, on est basculé d'un système présentiel à un système 100% online pour les étudiants à distance et puis pour le personnel aussi d'ailleurs, home office. Ça, c'était l'année dernière. Cette année, on s'est préparé en amont et on a organisé les choses pour permettre à tous nos étudiants de vivre au moins 50% de leurs enseignements en présentiel, ce qui a nécessité beaucoup d'adaptation, beaucoup d'équipements, des caméras en particulier dans toutes les salles, sachant que le principe c'est qu'un groupe d'étudiants, pour la moitié est présent pendant que l'autre moitié suit en direct online, et puis la semaine d'après on inverse, et ce qui permet à chacun de venir un petit peu à l'école, tout en respectant les distances de sécurité et les jauges qu'il faut respecter à l'intérieur des salles en termes d'effectifs. Et quel est leur quotidien? Comment se déroule concrètement une semaine entre le présentiel et les cours à distance dont vous avez parlé? Disons que c'est moitié-moitié, pour faire simple, avec la moitié des cours ici en présentiel. Alors on essaye de leur mettre tous les cours en présentiel le même jour, de manière à ne pas les obliger à avoir un cours en présentiel à l'école et devoir retourner vite chez eux pour le suivre online. On a des étudiants qui viennent de France, d'Italie, etc. Ce serait compliqué. Donc globalement, la moitié des volumes horaires sont en présentiel à l'école, bloqués sur 1 ou 2 jours par semaine, et l'autre moitié se suit online. Beaucoup de choses aussi sont passées en distanciel. Tout le travail qu'on fait, par exemple, pour leur permettre de trouver des stages, les accompagner dans leur carrière, rencontrer les entreprises pour essayer d'approfondir leurs projets professionnels, tout ça, désormais, se fait à travers des webinars, des sessions online. Donc le online a pris une grosse part, même si on se fait un point d'honneur à les accueillir ici à l'université. C'est une chance, c'est même un privilège dans le monde d'aujourd'hui, et ils y sont vraiment très attachés. On voit bien que ces jeunes ont besoin de se voir, d'interagir, au-delà simplement d'avoir des cours en ligne. Vous avez remarqué un impact sur l'élève lorsqu'il a des cours à distance? Il travaille mieux, moins bien? Mais ça dépend. Ça s'est plutôt bien passé jusqu'à maintenant, mais je pense que ça vient du fait qu'on a maintenu ce présentiel et cette interaction. Et puis on a mis en place aussi des tutorats, c'est-à-dire les professeurs qui discutent avec des groupes d'élèves, des petits groupes, régulièrement de manière à s'assurer qu'ils sont bien toujours avec nous, qu'ils n'ont pas disparu, qu'ils n'ont pas de problème particulier. L'important dans cette période, c'est quand même de garder l'interaction. Les jeunes ne peuvent pas être complètement livrés au online, en particulier les plus jeunes, des programmes bachelor. On n'a pas vraiment constaté de décrochage, mais on fait un suivi très appuyé et très personnalisé pour s'assurer que tout le monde reste embarqué, parce que cette année, finalement, du mois de septembre jusqu'au mois de juin, va fonctionner sur ce mode-là. Quelle est la prise de conscience des élèves concernant ce virus? Moi, je suis plutôt assez impressionné par leur sens des responsabilités. D'abord, le respect des règles sanitaires. Les élèves sont masqués, ils respectent les règles. Je vois aussi leur besoin et leur envie d'être ici, donc ils sont très soucieux qu'il n'y ait pas d'aggravation de la situation, parce qu'ils sont heureux de pouvoir venir à l'école, et je crois qu'ils font très attention à respecter toutes ces règles sanitaires. Je pense que ce que ça a surtout montré, tout cela, c'est la valeur du online, mais aussi sa limite, et la valeur du présentiel, qui va revenir en force, je pense, après cette crise en particulier pour l'éducation. Et les élèves de votre université sont de nationalités différentes. J'ai vu sur votre site qu'il y avait plus de 80 nationalités. Oui. Ça a été complexe d'organiser le retour des vacances de Noël, par exemple, parce qu'ils ont pour certains dû voyager pour voir leurs proches, j'imagine.
Alors c'est vrai que c'est pas toujours très facile, en particulier pour ceux qui sont hors Union européenne, puisque l'obtention des visas peut être un peu compliquée. On a aujourd'hui encore des étudiants américains qui suivent tous les cours en ligne depuis les États-Unis, parce qu'ils n'ont pas pu obtenir les visas pour revenir, et des fois à des heures décalées, puisque c'est pas les mêmes fuseaux horaires. Maintenant, globalement, on est assez impressionnés. Beaucoup d'élèves ont pu revenir. Ceux qui n'ont pas pu du tout, de toute façon, ont la possibilité de suivre 100% online. Mais de plus en plus, on voit les élèves qui essayent de revenir, d'être là, de profiter de ce 50%, parce que ça devient indispensable pour leur vie sociale. Ce samedi, vous organisez donc une journée porte ouverte virtuelle. Là aussi, c'est un impact de la crise sanitaire ? Oui, vous avez raison, ça a été l'occasion de beaucoup d'innovations et d'opportunités de progresser, qui continueront d'ailleurs, je pense, après la crise. Aujourd'hui, nos journées portes ouvertes online, comme on dit, donc avec des équipes qui s'adressent aux candidats et aux prospects, réunissent plus de monde que ce que nous faisions en présentiel dans l'ancien monde, j'ai envie de dire. Donc c'est quelque chose qui nous permet d'être en contact avec des gens du monde entier, et je crois qu'on maintiendra, même après le Covid, parce que ça nous permet d'être un moyen de recrutement sans frontières, très efficace pour aborder nos populations qui sont très diverses et qui viennent de nombreux continents. Ouais, on tire comme ça des enseignements sur des crises sanitaires comme celle-là, par exemple. Jean-Philippe Muller, merci. On passe au sport et le superbe résultat de la Roca Team en Eurocup qui s'est imposé mardi soir dans la salle Gaston Médecin face à la grosse équipe espagnole de Badalone, 97-82. Le résumé de la rencontre avec Frédéric Hélion. Il y a des matchs qui marquent une saison et dont on se souvient pendant longtemps. Face à Badalone, l'un des favoris de la compétition, la Roca Team a sorti une prestation XXL pour renverser les Espagnols, qui menaient pourtant 10-0 après 2 minutes. L'entrée de Rob Gray relance la machine monégasque, 7 points consécutifs. Monaco passe un 21-4 en 5 minutes et rentre totalement dans son match. Le deuxième quart-temps est un chassé-croisé, les attaques prennent le meilleur sur les défenses. Morgan rentre 2 tirs consécutifs à 3 points pour Badalone. Mathias Le Sort répond en finissant avec autorité sur un service de Gray. À la mi-temps, Monaco est devant 46-45. On connaît la recette côté rouge et blanc, tout part de la défense. Les joueurs de coach Mitrovic sortent les barbelés et provoquent des pertes de balles. Ndoye, 5 points, 6 passes, met dedans dans le corner, plus 7 Monaco. Le retard du match aller est comblé. La Roca Team veut plus qu'une simple victoire. Dibost, 17 points, 11 passes décisives. JJ O'Brien, 21 points. Et Rob Gray, meilleur marqueur du match avec 23 points à 9 sur 12 au tir, permettent aux Monégasques de s'envoler et de signer une victoire référence 97-82. Monaco a impressionné et reprend la première place du groupe, ainsi que le point average sur Badalone. It was an important game for us. We were playing tough in the first half, but it was pretty much even at halftime, so we knew we had to come out in the second half and play physical, get back to our game, and we were able to do that. We said at halftime they scored too many points. They were getting some easy ones on some backdoor cuts and everything else. So we knew at halftime we had to improve our defense and improve our pressure, which we did. Yeah, the job's not over yet, so we're going to celebrate today, but it's back to work tomorrow, and we got to try and keep first place too. Et sachez que la Roca Team devrait annoncer prochainement la signature d'un nouveau joueur, le meneur Courtney Fortson. Il va venir renforcer la ligne arrière monégasque. Âgé de 31 ans, l'Américain évolue en Chine depuis 4 ans et tournait la saison passée à 27,4 points, 7,3 passes et 6,3 rebonds en 35 minutes sur le parquet. L'officialisation est attendue dans les prochains jours. On change de thématique, on passe à la culture avec vous, Alexandra Pagny. Oui, je reviens avec quelques idées de sortie pour ces prochains jours et on commence avec un concert à l'Opéra les 5 et 7 février à 14h. Sur scène, l'on retrouvera le duo Karine Dezé, Marina Rebecca sur des airs de Sémiramide, Anna Bolena, Roberto Devreux et pour finir Norma de Bellini, accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et sous la direction musicale de Riccardo Frizza. Si vous souhaitez vous divertir tout en œuvrant pour la bonne cause, vous avez un rendez-vous à nous proposer. Rendez-vous le 6 février, Fabien, à 14h30 au Théâtre des Variétés. Le Gala de l'Arche du Cœur est organisé depuis 7 ans maintenant en faveur de l'association L'Arche de Jean Vanier, qui a ouvert il y a 10 ans à Grasse un lieu de vie agréable et spécialisé dédié aux adultes en situation de handicap. Cette année, le spectacle sera animé par Ciboulette et Oscar. La partie musicale sera présentée par José Sacré, que vous connaissez bien sur notre antenne. Au programme, musique jazz, variété, classique et chant lyrique. Réservation à la billetterie de l'Atrium du Casino ou par téléphone au 98 06 28 28.
Et pour les amateurs d'art contemporain, direction la Villa Paloma, Alexandra. Oui Fabien, la nouvelle exposition du nouveau musée national de Monaco ouvrira ses portes le 19 février prochain. Vous pourrez découvrir le travail de l'artiste japonais Shimabuku, la sirène de 165 mètres et autre histoire, mêlant performance, land art, musique et cuisine, des œuvres réalisées au cours de ces 30 dernières années. Merci. Culture toujours avec l'Institut audiovisuel et la projection du film Le Carrosse d'or de Jean Renoir avec Anna Magnani. Une projection qui se déroulera ce samedi 15h au Théâtre Princesse Grace. Pour en parler, je suis allé à la rencontre de Vincent Vatricon. Vincent Vatricon, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film de Jean Renoir de 1952, Le Carrosse d'or. Le Carrosse d'or, qui est d'ailleurs un film qui est un survivant de la saison dernière, puisqu'il avait été annulé pour cause de pandémie. Donc il se trouve que le thème de cette année convenait aussi, donc on s'est dit qu'on allait le reprogrammer pour satisfaire le public. Comment peut-on classifier ce film ? C'est sur le théâtre, c'est sur les relations amoureuses, c'est sur la séduction. Comment on peut classifier tout ça ? C'est un peu tout ça, mais c'est essentiellement le film qui peut-être, à mon sens, résume mieux le cinéma de Renoir, qui est cette fameuse phrase prononcée par Camilla dans le film, enfin Camilla que joue Anna Magnani, où finit le théâtre, où commence la vie. Donc en effet, la vie comme une pièce de théâtre, la vie... ou plutôt une vie n'est pas assez et plusieurs vies c'est peut-être trop. Effectivement dans ce film, puisque elle, comédienne, va rencontrer trois aventures en même temps, trois prétendants en coulisses des répétitions et du spectacle, c'est effectivement tout Renoir qui est résumé. Comment arriver à tout faire en même temps, est-ce possible de choisir, voilà. Un mot sur l'actrice principale, Anna Magnani, dont on a déjà parlé il y a quelques mois avec le film Fellini, Roma. C'est un personnage, Anna Magnani. C'est un personnage... C'est une diva populaire, j'ai envie de dire. Oui, diva populaire, et ma foi, c'est le rôle qui lui va à ravir, qu'elle endosse comme elle chausse un gant. C'est tout elle, tout feu, tout flamme, incandescente. Elle en fait voir de toutes les couleurs sur insolente. Sur les tournages. Et ma foi, quand on regarde ou quand on revoit le film... c'est quand même le personnage féminin qui l'emporte, et tous les personnages masculins en font les frais et sont assez minables. Alors dernière question, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film au point d'avoir voulu le programmer ? J'ai lu que le Carrosse d'or c'était le chef-d'œuvre absolu de Jean Renoir. Oui, comme je disais, c'est le film qui résume Renoir, qui résume aussi le cinéma, qui est, qu'on le veuille ou non, le résumé, le précipité de tous les arts. C'est un film dont la lumière et la photographie est absolument magnifique, signé Claude Renoir. Voilà, c'est un modèle du genre, et c'est sans doute un des quelques chefs-d'œuvre absolus de Jean Renoir. Voilà, ne manquez pas le Carrosse d'or. Merci Vincent Vatricon. Merci Fabien. Your only way to find happiness is on any stage, any platform, any public place. During those 2 little hours when you become another person, your true self. I can't win them in a foreign language. Win who? Them, the audience. The only them who matters. Le Carrosse d'or ce samedi 15h au Théâtre Princesse Grace. On passe à la météo de ce jeudi. Encore du gris au programme pour ce jeudi Fabien, les nuages seront présents sur la majorité de la journée. Les températures seront stables par rapport au jour précédent, 8 degrés le matin et 13 degrés dans l'après-midi. En ce 4 février, nous fêterons les Véroniques.
Bonne fête aux Véroniques et notamment à notre monteuse. On se quitte avec les photos du jour, avec pour thématique le sport, celui que l'on a le droit de pratiquer en ce moment. Ça sera d'ailleurs l'objet d'un entretien avec un invité dans le journal de jeudi. L'explosion de l'achat de matériel pour faire du sport chez soi. Ce sont des photos signées Michael Alési. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Vous retrouverez Émilie Rousseau dès demain 19h ainsi que pour la suite de la semaine. Quant à moi, vous pourrez me retrouver dès lundi prochain. À très bientôt. Au revoir. Et surtout, portez-vous bien.